Eh bien, bienvenue dans ce webinaire Connaissance client, exploiter la connaissance client dans la grande distribution. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence. Nous allons aujourd'hui traiter un sujet qui concerne en fait toute la chaîne de la grande distribution. Alors, la chaîne de la grande distribution, ça va de la grande surface en comprenant le drive et le site internet de vente aux consommateurs de la grande surface ou des grandes surfaces, mais aussi bien entendu des marques qui approvisionnent les grandes surfaces en produits. Donc c'est comme on peut le voir, un webinar qui s'adresse à beaucoup de gens dans le secteur de la grande distribution. Alors, on va voir en fait donc cette double problématique, à la fois de la grande distribution en grande surface et de la distribution des produits par les marques. Et donc, ce que je vous propose, c'est l'agenda suivant. Donc, les problématiques générales marques et problématiques générales grande distribution, les bases. Comment utiliser vos données de vente pour booster vos campagnes? Comment utiliser les données externes comme les panels, le data sharing ou les données INSEE? Et enfin, bien entendu, nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, comme la problématique est très vaste, il va garantir que votre problématique précise soit gérée par ce webinar, mais ce webinar vous donnera sûrement des idées et bien entendu, on peut toujours approfondir ce sujet avec vous après le webinaire si besoin. Une rapide présentation de Coeris pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Coeris est un éditeur de logiciels et de solutions CRM et Data Analytics. On est, je dirais, aujourd'hui coté en bourse avec le label Entreprise innovante Oseo. Coeris, c'est un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, 175 collaborateurs. Notre offre aujourd'hui est une offre assez vaste qui va de la relation client avec le logiciel de suivi du contact client en passant par l'optimisation commerciale et les logiciels de trade et de merch qui permettent effectivement de gérer les campagnes de grande distribution ou les plans merchandising, les logiciels de BI de gestion de la performance, de mesure de l'efficacité, et ce qui nous amène un petit peu plus aujourd'hui, des services professionnels dans le domaine de la connaissance client et un logiciel de data mining qui s'appelle Coeris SPAD. Alors, aujourd'hui, bien entendu, nous sommes présents dans l'ensemble des secteurs d'activité. Dans la grande distribution, Coeris est évidemment très présent, avec des marques, comme vous pouvez le constater sur votre écran, qui sont autant des marques grande distri que des enseignes marques, comme Kraft, par exemple, Unilever, Danone, etc. Je ne peux pas, bien entendu, toutes les citer. Vous aurez compris que c'est un domaine dans lequel Coeris est très présent. Alors, je vous propose de faire une rapide introduction des problématiques que l'on souhaite adresser. Alors, tout d'abord, on va regarder les problématiques qui peuvent se poser en grande distribution. Donc, quels sont les problèmes auxquels la grande distribution doit faire face? Alors, bien entendu, c'est l'optimisation des ventes, du CA, de la marge, du volume et des prix des produits, mais c'est surtout trouver les bonnes promotions des campagnes et comment les déployer, mettre en avant les bons produits au bon endroit et dans le cas d'un magasin physique avec le plan merch adéquat, gérer les stocks, les achats et la logistique, ce point ne doit pas être négligé, gérer les parcours clients dans les magasins, mais aussi maintenant dans les drives, adapter le merchandising au parcours client et comprendre le comportement des clients. Dans les problématiques marques, elles sont un petit peu différentes. Il y en a qui sont communes, qui sont bien sûr l'optimisation du CA, de la marge, du volume des prix, mais c'est aussi pour les marques le problème de collecter l'information comportementale du consommateur, qui reste une préoccupation constante, adapter l'offre au point de vente,
savoir proposer les bonnes promotions et les bonnes campagnes, et bien entendu pour les marques, il y a une gestion de l'investissement média qui est très importante, gérer le marketing mix, budget et efficacité, savoir étudier les signaux faibles du marché, par exemple qu'un produit de substitution est en train d'arriver, qu'un gros compétiteur est en train de prendre des parts de marché, étudier l'évolution des marchés et bien sûr toujours comprendre le comportement des consommateurs. Alors, je vous propose qu'on voit rapidement les bases. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont nous permettre de faire un certain nombre de rappels, qui sont pour certains des rappels de marketing, et aussi des informations qui nous viennent d'enquêtes récentes, qui nous permettent de comprendre l'évolution du comportement des consommateurs pour ces univers-là. Alors, on revient toujours à quelque chose de très basique quand on fait du marketing et du data mining pour les marques et pour la grande distribution, qui est le cycle de vie client. Alors, ça s'étale sur le temps, bien entendu, et on va partir de quelqu'un qui n'est pas encore client, donc qui est suspect, qui devient prospect, qui devient nouveau client au moment où il achète, soit qu'il achète un... Alors évidemment, ça concerne un petit peu plus les marques que les grandes surfaces, mais qu'il est nouveau client pour une marque donnée, bien entendu. Ensuite, il devient client répétitif. Au cas où il arrête d'acheter, bien entendu, il peut devenir client inactif, voire ancien client. Si la marque continue à le séduire, il va devenir un client fidèle, donc plus que répétitif. Et enfin, voire un client adepte, c'est-à-dire quasiment un ambassadeur de la marque. Ça, ce cycle-là est vrai pratiquement quelle que soit la marque et quel que soit le domaine de produit dans lequel la marque est amenée à opérer. Alors, bien entendu, on retrouve aussi ce cycle de vie dans les grandes surfaces, mais d'une manière moindre, puisque là, il y a un cycle de vie par marque, et éventuellement un cycle de vie également par rapport à l'enseigne qui distribue les produits. Alors, il a été réalisé en septembre 2013 une étude inédite par le cabinet Ipsos Epsilon sur les influences du comportement d'achat en France. Alors, cette étude est réalisée sur un panel important et l'intérêt est qu'elle est toute récente et elle montre très bien comment évolue aujourd'hui le panorama d'influence d'achat en France, qui est effectivement aujourd'hui celui qui est affiché sur vos écrans. Donc, on constate que ce qui influence le plus l'achat d'une marque plutôt qu'une autre, c'est d'abord les amis, la famille, le conjoint, le partenaire, à savoir le bouche à oreille. Et ça compte 9 fois plus que les autres facteurs d'achat. Donc ça, c'est quand même une petite révolution, si je puis dire. Il faut noter également que la France est le pays d'Europe où le bouche à oreille est le plus important par rapport notamment à nos confrères en Angleterre et en Allemagne. Ensuite viennent les sites d'avis d'évaluation, les sites marchands, les moteurs de recherche, les collègues de travail. Ensuite seulement la publicité dans la presse et les magazines. Ensuite seulement la publicité à la télé. Ensuite les forums et les communautés, par exemple Facebook. La radio et la publicité à la radio. Et en dernière position, les vendeurs et le merchandising. Donc, bien entendu, cette donnée qui est tout à fait récente montre une évolution des comportements d'achat et montre quoi? Alors, quels enseignements on peut tirer en fait de ces éléments? Que les sources d'influence sont de plus en plus nombreuses. On constate une prépondérance du bouche à oreille. On constate aussi, bien entendu, c'est une confirmation que le consommateur est de plus en plus informé, que l'expérience client prend de plus en plus d'importance. Bien évidemment, un client qui est content va le dire, mais un client qui est mécontent va également le dire. Adapter l'offre aux besoins et souhaits du client, donc devenu une priorité. On continue à constater un effet décroissant sur les comportements d'achat de la publicité traditionnelle, je dirais, aux dépens de l'effet croissant du web.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à voir comment utiliser vos données de vente pour booster vos campagnes. Alors, en fait, je vais essayer dans ce webinaire, je l'ai dit, je ne peux pas couvrir l'ensemble des problématiques qui se posent en grande distribution, mais ce que je vais essayer, c'est de couvrir des choses assez larges, et notamment, en fait, on va commencer par essayer de couvrir, euh, par exemple, typiquement les besoins d'une grande surface qui a des clients cartés. Et ensuite, on essaiera, par exemple, de couvrir les besoins d'une marque qui, elle, veut pouvoir identifier dans quel point de vente, par exemple, il faudrait qu'elle fasse la promotion de ses produits. Donc on va aller dans ces deux axes-là. Bien sûr, il y a d'autres axes, vous allez le voir, qui vont être abordés dans ce webinaire. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est quelles sont les sources de données dont on dispose spécifiquement en grande distribution. Alors on va voir que ces sources de données, ce ne sont pas les mêmes que dans le e-commerce, par exemple, même s'il peut y avoir des points communs. Alors, les premières sources de données en grande distrie, ça devient de plus en plus les données cartes de fidélité. Parce que ces données cartes de fidélité permettent d'identifier de manière nominale le consommateur et d'y associer, bien entendu, bon nombre d'éléments démographiques. Les résultats d'enquête, que ce soit des enquêtes de satisfaction ou des enquêtes d'opinion d'achat, sont aujourd'hui extrêmement importantes. Les données de campagne, quand vous faites des campagnes promotionnelles sur certains types de produits dans les magasins, les résultats de ces campagnes sont également très importants. Et bien sûr, vous avez constaté que je les ai classés par volume croissant, les données de ticket de caisse. Alors, les données de ticket de caisse vont jouer, on va le voir, un rôle central en data mining dans la grande distribution. Ensuite, on va tomber sur les données de data sharing, sur les panels, donc j'en ai cité quelques-uns que vous connaissez, Nielsen, Merval, INSEE, et bien entendu d'autres. Ça peut être aussi des données qui viennent de cabinets comme GFK, LSA, etc. Et puis, en dernière position, c'est-à-dire qui correspond au plus grand volume qu'on puisse trouver, on va trouver, bien entendu, les données qui viennent des réseaux sociaux. Alors, chose qui est assez flagrante en data mining, c'est qu'en fait, si on classe ces données par volume, en fait, de fait, on les classe aussi par actionnabilité. C'est-à-dire que ce qu'on entend par actionnabilité, c'est leur utilisation immédiate dans des opérations de marketing via du data mining. Et donc, on constate qu'effectivement, par exemple, il est plus facile en data mining d'utiliser les données cartes que d'utiliser les données Nielsen, par exemple. Mais on va voir que toutes ces données-là peuvent se combiner entre elles pour obtenir une puissance analytique qui va vous permettre de comprendre le comportement d'achat de vos clients. Alors, on va prendre un exemple. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait prendre quelques exemples pour pouvoir satisfaire, je dirais, un vaste panel de besoins en grande distrie. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment établir une campagne pour des clients cartés. Alors, des grandes distributions qui ont des clients cartés, il y en a de plus en plus, que ce soit d'ailleurs dans l'alimentaire ou dans le non-alimentaire, hein, par exemple dans le bricolage, ça se fait de plus en plus d'avoir des clients cartés avec beaucoup d'informations sur chacun des clients. Alors bien entendu, on est d'accord, l'ensemble des tickets de caisse qu'un client a pu avoir est rattaché à sa carte. Donc on va disposer des données cartes de fidélité, qu'on appelle les données démographiques, les données de campagne qu'on aura pu effectuer auprès de ces clients cartés, que ce soit des données par exemple email ou des campagnes téléphoniques, et enfin les données de tickets de caisse qui sont rattachées à ces clients. Alors la première étape, en fait, pour ces clients cartés, va être en data mining de faire ce qui s'appelle une classification. Alors une classification consiste à regrouper dans des classes ou dans des ensembles les clients qui ont un comportement similaire. Alors, le comportement similaire, évidemment, il est calqué sur le comportement d'achat, sur les types de produits achetés, mais aussi sur le montant des produits achetés, avec leur fréquence et également leur ancienneté,
mais aussi par l'engagement client, à savoir est-ce que le client il vient souvent en magasin ou pas, par exemple. Alors pour ça, on a plusieurs techniques. On va utiliser par exemple la segmentation comportementale par arbre, ou bien on va utiliser une segmentation avancée par typologie. On peut réaliser les deux types de segmentation. Comme je vais vous montrer une segmentation dans la deuxième partie du webinaire, ce qu'on va voir après, pour les marques notamment, je ne vais pas vous montrer ici comment on va faire la segmentation, on va le voir un tout petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est que cette segmentation doit vous permettre de définir des profils de clients types. C'est ça qui est important. Et ces profils clients types, en fait, vont vous servir de base pour le ciblage de vos campagnes. Alors voilà un exemple typique de classification client, où ici on a fait une classification donc ultra simple en 3 classes via le logiciel Queryspad. Et donc vous voyez que en fait vous avez pour chacune des caractéristiques des clients, et donc pour chaque classe, ici 3 classes, vous avez des lignes bleues ou rouges. Plus la ligne bleue est grande, plus ça veut dire que cette caractéristique est présente dans cette classe. Plus la ligne rouge est grande, plus ça veut dire que cette caractéristique est absente dans cette classe. Donc ça, c'est une copie d'écran directe de Queryspad. Vous voyez qu'aujourd'hui, un logiciel de data mining est directement capable de vous sortir les caractéristiques des clients après en avoir établi une classification. Donc évidemment, d'un point de vue marketing, c'est utilisable immédiatement. Avec une campagne comme ça, par exemple, on prend une classe au hasard, on va prendre la classe 1, on voit que ce sont des bons clients, qu'on a une carte avec option paiement, avec une ancienneté de plus de 12 ans du client, un nombre de produits moyens, une origine du client en magasin, client plus de 50 ans, marié, etc. Donc après, on va tout simplement être capable, SPAD va être capable de sortir quels sont les clients qui sont les plus représentatifs de cette classe-là, et à partir de là, vous allez établir vos campagnes qui vont effectivement cibler cette classe. Alors, quelle est la règle pour construire votre campagne? En fait, le principe est très simple. On fait une campagne par classe. Donc, si vous trouvez 3 classes, par exemple, de clients, ce qui est ici un peu simpliste, dans la réalité, il y en a généralement un petit peu plus, eh bien, on va faire une campagne par classe, tout simplement. Donc, 3 classes, 3 campagnes. C'est aussi simple que ça. Alors, autre exemple d'utilisation du data mining pour, effectivement, par exemple, les grandes surfaces, c'est l'utilisation des règles d'association. Alors, qu'est-ce que c'est que les règles d'association? On constate que certains produits, qu'on appelle des antécédents, vont déclencher l'achat d'un second, voire d'un troisième produit, qu'on appelle un conséquent. On vous donne ici un exemple totalement trivial de règle d'association, qui est la fameuse association tomate-mozzarella. Donc, l'achat de mozzarella déclenche une probabilité d'achat de tomates qui est beaucoup plus élevée que si vous n'aviez pas acheté de mozzarella. Pourquoi? Parce que les clients, comme vous le savez, aiment bien faire un plat qui s'appelle tomate mozzarella. Et donc, on a là une règle d'association ultra simple, ultra triviale. Alors, est-ce que ces règles d'association sont toujours ultra simples, ultra triviales? Non. Et en fait, pour les détecter, même si certaines sont évidentes, en fait, il faut un logiciel de data mining pour pouvoir les trouver. Et on va, par exemple, ici découvrir qu'un produit, par exemple, de type 1A, va déclencher l'achat d'un produit 2A. Alors, bien évidemment, on va avoir ici, par exemple, le produit 1C, qui va déclencher l'achat systématiquement d'un produit 2C, avec une probabilité très importante de 66,9%. Donc ça veut dire que 66,9% des clients qui ont acheté le produit 1C vont également acheter le produit 2C. Donc ça, c'est une information extrêmement importante qui est exploitable aussi directement donc pour une grande surface. Alors comment ça s'utilise? Parce que c'est ça qui est intéressant. La première chose, c'est que ça permet de différencier les produits en 2 catégories, ce qu'on va appeler les produits d'appel et les produits conséquents.
Donc, les produits d'appel, certains d'entre eux, vous les connaissez déjà, mais est-ce que vous les avez tous identifiés? Ça permet bien entendu de placer les meilleures promotions sur les produits d'appel. Ce qui est important, puisqu'en faisant une promotion sur un produit d'appel, vous allez vendre beaucoup plus, puisque vous allez vendre et le produit d'appel et le produit conséquent. Le produit conséquent a moins besoin de promotion, dans la mesure où si il est acheté par un client, si un produit d'appel correspondant est acheté par un client, ben, le produit qui est conséquent va bien sûr en découler beaucoup plus logiquement. Donc ça vous permet aussi d'établir des campagnes qui vont être ciblées sur ces produits d'appel, mais ça va bien plus loin que ça, parce que ça va vous permettre d'établir un plan merch en fonction des produits d'appel, donc d'être capable de mettre les produits d'appel de manière ultra promotionnelle, ultra visible sur vos rayons, et aussi d'optimiser le parcours client en magasin. Donc là, on est totalement dans du merch, que ce soit d'ailleurs en magasin ou sur le web, pour pouvoir faire en sorte que les clients d'abord trouvent facilement les produits d'appel, et qu'une fois qu'ils ont les produits d'appel, on ait tendance à leur proposer facilement les produits conséquents, ce qui bien entendu va augmenter considérablement votre chiffre d'affaires et aussi vos ventes si vous suivez ces règles. Alors, j'avais promis qu'on allait voir aussi des choses pour les marques, parce que bien entendu, la problématique grande distribution est très très large et elle couvre bien entendu les problématiques que les marques rencontrent. Alors, pour ça, et pour faire simple, on n'a pas souhaité utiliser des données Nielsen ou des données de data sharing coûteuses pour faire ce webinar. Par contre, on a choisi plutôt des données simples qui sont disponibles pratiquement partout et qui vont vous montrer déjà, qui vont vous donner une idée de la puissance du data mining rien qu'avec ces données de base, qui sont les données INSEE. Alors, les données INSEE, vous le savez, sont accessibles à tous. Ce sont des données qui sont très peu coûteuses. On peut les avoir vraiment très facilement. Et donc, là, on a pris, en fait, ce qu'on va réaliser, c'est ce qu'on appelle une typologie de points de vente. À savoir que on va rattacher, enfin, on a fait ce travail de rattacher chaque point de vente donc d'une marque. Alors là, en fait, c'est les grandes surfaces qui distribuent une marque précise que l'on a identifiée, et bien entendu qu'on a anonymisé, puisque là, on est dans le cadre d'un webinar. Eh bien, on a rattaché ces points de vente, en fait, à toutes les données INSEE dont on a disposé facilement. Et qu'est-ce qu'on a dans ces données? Ben, on a comment se décompose la population en population française, étrangère, par âge, en nombre de personnes par ménage, en type de profession également, en type d'études, et bien entendu, on a aussi des informations sur le côté rural ou urbain de la zone INSEE, ainsi que sa surface et sa densité de population. Alors voilà comment ça se présente. Grosso modo, on peut le trouver sous Excel, il n'y a pas de souci. Donc on a une colonne identifiant du point de vente qu'on a remplacé par un numéro, puisque je vous l'ai dit, j'ai anonymisé cette base. Et ensuite, j'ai un paramètre par ligne correspondant à chacune des colonnes qui sont les données INSEE par rapport, par exemple, à la population totale de la zone. Alors, on va commencer par charger ces données dans QuerySpad. Alors, je vous ai mis une copie d'écran de SPAD. Vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Je ne vais pas détailler ici, si vous voulez, le fonctionnement du logiciel, puisqu'on est dans le cadre d'un webinaire connaissance client, mais c'est intéressant pour vous de voir que effectivement il y a 4 parties d'écran. Vous avez une partie projet, une partie méthode, une partie workflow et une partie où vous pouvez afficher les données comme sous Excel en bas à droite, et vous retrouvez donc votre feuille Excel, vous la retrouvez affichée dans SPAD très facilement. Alors SPAD va vous sortir par exemple ce type de graphique directement, qui est en fait comment se répartissent graphiquement les zones INSEE par rapport à des axes. Alors, par rapport à quels axes? Justement, c'est ça l'intérêt, c'est que SPAD est capable de trouver lui-même les axes qui représentent le mieux les données. Et donc, ces axes ici, en fait, vont être les axes composition du foyer, qui est l'axe horizontal, alors savoir le nombre de personnes dans le foyer, et l'axe urbain versus rural en axe vertical, donc urbain en haut
et rural en bas. Alors, évidemment, j'ai fait un petit raccourci parce que je vous ai donné directement la définition de ces axes, mais SPAD est totalement capable d'identifier ces axes. Ça se fait très très facilement. Et effectivement, on peut obtenir ensuite toutes sortes de représentations graphiques par rapport aux axes que SPAD a pu trouver. Pour les spécialistes, ces axes s'appellent des axes principaux, ou ce qu'on appelle également des axes factoriels, qui sont donc complètement identifiés par le logiciel de data mining lui-même. Alors après, on va faire donc une typologie, une mise en classe. Donc voilà le type de graphique que l'on peut obtenir grâce à une mise en classe. Et là, on a une mise en classe donc des points de vente en 4 classes. Alors pourquoi c'est intéressant de les découper en 4 classes? Parce que déjà, on peut les voir graphiquement par rapport aux axes que l'on a définis précédemment. Donc l'axe horizontal, c'est le nombre de personnes par foyer. À gauche, c'est peu de personnes par foyer, et à droite, c'est beaucoup de personnes par foyer. Et en haut, c'est les points de vente dans des zones plutôt urbaines, et en bas, c'est les points de vente dans les zones plutôt rurales. Donc, ce que SPAD nous enseigne, c'est qu'en fait, pour cette marque-là, elle dispose de 4 types de points de vente seulement. 4 types de points de vente parmi tous les magasins, tous les hyper, tous les super, en fait, que l'on peut trouver. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire peut-être qu'il y a 4 politiques commerciales différentes à mener dans la stratégie marketing. Alors ensuite, on va avoir de la même façon que tout à l'heure pour la typologie client, une typologie point de vente qui va être affichée de la même manière, sauf que là, ce que vous constatez, c'est qu'on a des données numériques, puisque les données INSEE sont numériques, mais ça fonctionne du même principe, à savoir que vous avez les valeurs les plus élevées des variables INSEE qui sont en bleu dans la classe, et les valeurs les plus faibles qui sont en rouge dans la classe. Donc par exemple, on voit que dans la classe 1, on a une population féminine de 75 ans et plus avec des ménages d'une personne. Dans la classe 2, on a plutôt des agriculteurs avec des populations quand même 60-74 ans et 2 personnes avec un faible niveau d'éducation. Dans la classe 3, on va avoir des ménages de 3, 4, 5 et 6 personnes et plus, avec une population 40-59 ans, avec un niveau d'éducation qui est soit faible, soit intermédiaire. Et enfin, dans la classe 4, on va avoir des ménages composés plutôt d'une personne, avec des diplômes supérieurs de 20 à 39 ans, avec des bacs pro, comme on peut le voir. Donc un haut niveau d'éducation. Alors, si on regarde maintenant par rapport aux zones INSEE, de ces différentes classes 1, 2, 3, 4, tout ça sont des copies d'écran de SPAD, eh bien, on voit effectivement que la classe 1, ça va être composé essentiellement de urbain, moyen et dense, et surtout pas de périurbain et de rural. Inversement, par exemple, on va avoir la classe 4 qui va être essentiellement composée de urbain dense, qui ne sera pas composé de périurbain, ni de rural, ni d'urbain moyen. C'est ce que vous dit, en fait, ces flèches rouges et bleues, enfin, ces colonnes rouges et bleues. Quelles sont les étapes suivantes? Eh ben, on va pouvoir établir un lien, tout simplement, entre les tickets de caisse qui sont vendus et la classe de la zone de chalandise correspondance. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir établir des liens, des corrélations entre les types de produits qui sont vendus dans les zones et les populations qui sont dans ces zones par rapport au point de vente. Ce qui fait que si vous avez un nouveau point de vente que vous voulez approvisionner, vous pourrez le conseiller en fonction de la zone de chalandise dans laquelle il se trouve sur les proportions de produits ou les stocks de produits qu'il va pouvoir prendre. On peut bien sûr aller beaucoup plus fin dans les découpages, en prenant notamment des panels un petit peu plus fins comme Nielsen ou toutes les données de data sharing, mais vous avez vu que rien qu'avec les zones INSEE, on arrive à faire du très bon travail. Donc ceci permet d'établir une base de connaissances, évidemment également pour toutes les campagnes marketing que vous allez vouloir faire. Toutes les campagnes de promotion devront bien entendu être adaptées à la zone de chalandise. Exemple, on veut par exemple regarder les magasins qui sont en forte évolution et en forte baisse pour une ligne de produits. Donc là, on a pris 2 lignes de produits qui sont des produits alimentaires.
Et on a donc les magasins qui sont classés en fonction de ces lignes de produits-là, de la même façon que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc vous avez une évolution très positive sur le premier exemple, enfin sur le haut de l'écran, avec des magasins en très forte évolution. Et de la même façon, vous avez une évolution très négative sur les magasins en bas de l'écran, qui sont donc en très forte décroissance par rapport à ces produits. Donc après, ça peut s'analyser. Évidemment, on a ici anonymisé les types de produits et les marques qui sont concernés par ces études. Mais je pense que le principe est assez clair pour que vous puissiez l'extrapoler à vos propres marques et à vos propres produits. Conclusion, on en arrive dans le timing à la fin du webinaire et avant la session questions-réponses. Donc, ce que l'on peut dire, c'est un certain nombre de choses. C'est évidemment que la connaissance client est devenue l'ingrédient incontournable dans le domaine de la grande distribution. Elle intervient d'ailleurs à tous les niveaux du management du client, que ce soit la compréhension de son cycle de vie, par rapport aux marques, par rapport aux grandes surfaces, la compréhension des attentes et des centres d'intérêt du client, la compréhension du comportement d'achat, l'optimisation du plan merch et du parcours client. On peut aussi dire aujourd'hui, sans se tromper, que la connaissance client est impossible à obtenir sans une utilisation adéquate du data mining. Et toutes les opérations de data mining que je vous ai montrées dans ce webinaire sont réalisables avec Coeris SPAD. Alors, nous en arrivons à la dernière partie de ce webinaire, qui est donc la session questions-réponses. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de poser des questions. Donc, vous avez pour ça un onglet questions qui se trouve dans le panneau de configuration de GoToWebinar et qui va vous permettre effectivement de poser vos questions donc par écrit. Je vous laisse trouver l'onglet questions. Je ne peux malheureusement pas prendre les questions par oral parce que si je désactive les micros si j'active les micros des correspondants, on risque tout simplement d'avoir une cacophonie et de ne pouvoir s'entendre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tout ce que j'ai dit était parfaitement clair, puisque je ne vois pas arriver de questions. Donc, ça veut dire que c'était limpide. Tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, pardon, ça y est, je vois des questions arriver. Donc, je vais effectivement tenter d'y répondre. Alors, la première question de Monsieur Henri Agensta. Comment SPAD peut tenir compte de la séquence d'achat pour déterminer les règles d'association? Alors en fait, les règles d'association, c'est un algorithme qui peut prendre en compte une chaîne, on va dire, d'achat qui est basée sur un seul produit ou une seule catégorie de produits, ou bien sur un enchaînement de catégories de produits ou un enchaînement de produits. Alors, c'est à vous de définir la granularité à laquelle vous voulez travailler, si vous voulez travailler à la référence produit proprement dit, ou bien à la catégorie de produit. Et ensuite, pour les mettre dans SPAD, en fait, il y a deux façons de faire. Soit on le fait par ce qu'on appelle en mode transactionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on met par ligne un code client et un code produit, en gros. Et on rentre ça directement dans SPAD. Et SPAD va vous sortir les règles d'association, sachant que vous pouvez paramétrer dans la règle d'association le nombre d'enchaînements que vous voulez avoir. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien dire, je m'intéresse aux clients qui ont acheté tel produit, qui ont acheté un produit et qui ont donc acheté un deuxième produit à la suite, ou bien je m'intéresse aux enchaînements de 2 produits ou plus déclenchant l'achat d'un troisième produit, ou bien je m'intéresse à l'enchaînement de 2 produits enchaînant l'achat de 2 autres produits, et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a pas de limite, si vous voulez, sur la chaîne qu'on peut avoir. Et ensuite, il y a un autre mode de fonctionnement qui est un mode qu'on appelle le mode de tableau de contingence, dans lequel cas vous faites une ligne par client et vous mettez une colonne par produit acheté. Et donc là, vous devez avoir vous devez avoir autant de colonnes que de produits existants. Donc on est bien d'accord que dans ce cas-là, vous devez avoir un nombre de produits limité, ce qui n'est pas très adapté
enfin ce qui est moins adapté pour les grandes surfaces, qui peut par contre être adapté pour certaines marques qui ont un nombre de produits limité. Sinon, le mode transactionnel répondra parfaitement, je dirais, à la plupart des usages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Donc, si vous avez d'autres questions, bah, je vous propose de les poser. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question précédente. Ce que je vous propose, si je n'ai pas d'autres questions dans l'immédiat, puisque malheureusement, il est déjà 10h36 et nous devons terminer le webinaire à 10h45. Donc il nous reste que quelques minutes. J'ai encore 2-3 slides à vous présenter. N'hésitez surtout pas, bien entendu, à nous contacter après le webinaire. Je vous laisserai mes coordonnées. Alors, j'ai une question qui arrive de monsieur Christophe Lafolie. Donc la question est la suivante: quelles sont les principales données de data sharing que vous préconisez dans SPAD? Alors en fait, je dirais que toutes les données de data sharing peuvent être utilisées dans SPAD. Il n'y a pas de limite au type de données qu'on va utiliser. Pour les données de data sharing les plus utilisées, je dirais que en général, évidemment, c'est Merval et Nielsen qui sont pas mal utilisés aujourd'hui. Mais il ne faut pas se limiter à ces données-là. Et notamment, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est d'utiliser des mégabases B2C qui peuvent être fournies, par exemple, par Mediaprism ou par d'autres acteurs qui fournissent des mégabases, ce qui permet aussi de relier, en fait, lorsqu'on a, par exemple, une base de clients cartés, les comportements d'achat à ses clients. Et ce qui permet aussi d'enrichir les bases des clients cartés. Ces pas données sont des bases qui coûtent cher, mais qui peuvent être intéressantes. Sinon, toutes les données de data sharing, Merval, Nielsen, sont utiles. Il ne faut pas négliger, lorsqu'on a un budget un peu plus limité, les données INSEE, comme je l'ai montré dans ce webinaire, qui sont très riches d'informations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Alors oui, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Donc, la question est la suivante de monsieur Henri Aginsta. Est-ce que SPAD permet de maintenir un historique des résultats pour voir comment évoluent les comportements? Alors, la question est en fait très intéressante parce que là, effectivement, j'ai présenté des segmentations qui sont un peu one-shot, qui sont une photographie à l'instant T, et on apprend effectivement beaucoup de choses du comportement client en comparant le comportement client à un instant T et le même comportement client à un instant, par exemple T plus 3 mois ou T plus 6 mois. La réponse est oui, SPAD permet totalement de comparer ces historiques, et on va même avoir des méthodes dans SPAD qu'on appelle par exemple les matrices de passage, qui permettent en fait de comparer une typologie antérieure à une typologie subséquente. Et donc, à partir de là, on va pouvoir étudier, par exemple, les évolutions de classe, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, j'ai une classe de clients qui a plutôt grossi ou plutôt diminué? Eh bien, est-ce qu'elle s'est déplacée dans les caractéristiques clients? Par exemple, depuis une classe de clients, les clients dans cette classe sont peut-être devenus plus âgés, ou ils sont peut-être devenus plus riches, ou ils sont peut-être devenus moins riches. Vous voyez, ce genre d'évolution est très intéressante à étudier. Mais aussi, ce qui est très intéressant à étudier, c'est le passage des clients d'une classe à l'autre. Alors ça se produit quand il y a des éléments de vie qui impactent le comportement d'achat, par exemple l'arrivée d'un bébé, l'achat d'un appartement, l'achat d'une voiture, le passage d'appartement en pavillon, par exemple. Ce genre de choses change le comportement d'achat. Et donc, effectivement, on le voit
lorsqu'on a par exemple une typologie de clients cartés, on le voit très bien dans l'évolution des classes. Dans le comportement global des consommateurs avec l'étiquette caisse, ça peut éventuellement aussi se détecter de manière un peu différente dans les règles d'association. Donc là aussi, on peut avoir intérêt à refaire l'opération à intervalles réguliers pour voir comment évoluent ces règles d'association, par exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, petit détail quand même qu'il faut préciser, c'est que SPAD n'est pas un logiciel de data warehouse ou n'est pas un logiciel de stockage d'informations pur et dur. C'est-à-dire que SPAD est un logiciel d'analyse. Donc, on peut stocker des résultats dans SPAD, il n'y a pas de souci. Mais en général, ce que l'on fait, c'est que on stocke les résultats dans un data warehouse, dans un entrepôt de données ou dans un data mart, et on branche SPAD sur ce data mart ou sur cet entrepôt de données directement, et à partir de là, on fait les analyses qu'on peut bien sûr mémoriser, qu'on peut refaire dans le temps plusieurs fois. Voilà. Alors, j'ai encore le temps éventuellement de répondre à une dernière question, si toutefois il y en a une. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent poser une dernière question, donc via l'onglet questions, panneau de configuration de GoToWebinar. Sinon, je vais vous présenter les 2-3 derniers slides qui ont clôturé donc ce webinar, ce que je vais faire maintenant. Alors, le data mining, vous le savez, c'est quelque chose qui peut apporter énormément de chiffre d'affaires. Je pense par exemple à cette grande surface française qui, grâce au data mining, a gagné 8 millions d'euros de marge additionnelle en une seule année. Donc ça vous donne une idée des gains que le data mining peut vous permettre de faire. Évidemment, chacun à l'échelle de la taille de vos entreprises. Mais vous savez comme moi que le data mining, c'est quelque chose d'un peu innovant, d'un peu nouveau, surtout appliqué dans ces domaines-là, et que pour ça, il faut être formé. Alors, vous avez deux possibilités, soit d'aller chercher donc des compétences sur le marché et d'embaucher des data miners. Malheureusement, en ce moment, il y a une pénurie de data miners, donc ce qui fait que c'est pas forcément facile. L'autre option, c'est soit de former des gens en interne chez vous qui pourraient avoir une bonne sensibilité sur les data et donc de les faire monter en compétences, soit tout simplement d'externaliser votre projet de data mining auprès d'une société tierce, comme Coeris par exemple. Et donc, vous pouvez, dans ce cas, disposer de programmes de formation. Nous, on a 3 programmes de formation. Le programme rouge, bon, qui est le programme pour ceux qui veulent se former de A à Z. Le programme vert, qui est le programme que vous allez utiliser pour former des data miners, donc des gens qui vont réellement mettre les mains dans les données. Et puis le programme bleu, si vous voulez former des managers qui vont être capables soit d'encadrer des équipes de data miners, soit d'externaliser un projet de data mining. Et donc, en 3 jours sur le programme bleu, vous pouvez former un manager à gérer un programme de data mining. Ces programmes sont disponibles donc chez Coeris, qui est un organisme de formation agréé. Alors, on en arrive maintenant à la fin de ce webinar. Je vous donne le programme des prochains webinars connaissance client. Donc le 19 novembre, nous aurons un webinar sur le traitement des données d'enquête avec Coeris-SPAD. Vous savez que les données d'enquête deviennent de plus en plus importantes parce que c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir le feedback de vos clients et de savoir qu'est-ce qui va jouer sur la satisfaction ou l'insatisfaction de vos clients et donc de faire des programmes marketing adaptés à ça. Et puis également, nous avons le 12 décembre un webinar vertical pour le luxe et la cosmétique. Donc c'est intéressant de voir les particularités du data mining pour ce secteur, enfin ces deux secteurs d'activité, enfin, ou ce secteur d'activité que correspond donc le luxe et la cosmétique. Voilà, alors je vous donne mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à m'appeler, à m'envoyer des mails dès cet après-midi si vous le souhaitez.
Vous pouvez me joindre à desgautier@coeris.com ou au 01 57 32 61 76. D'autre part, dans la mesure où vous avez participé à ce webinaire, vous allez recevoir, je pense, un lien qui vous permettra de revisualiser cette présentation. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et bien entendu, si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous l'enverrai directement. J'étais vraiment ravi de vous présenter ce premier webinaire sur la grande distribution. Je pense qu'il y a matière à en faire plein d'autres sur le même sujet, si vous êtes intéressé, bien entendu. Pour cet effet, je pense qu'on va vous envoyer un lien vers une enquête de satisfaction sur ce webinaire, donc n'hésitez surtout pas à nous mettre les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement pour un prochain webinaire sur le CPG et sur la grande distribution. Par exemple, est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse un webinaire plutôt marque, un webinaire plutôt grande surface, ou qu'on fasse les deux et qu'on les fasse de manière séparée? Pour l'instant, c'était une première tentative dans ce domaine qui, j'espère, vous a séduit. Je vous remercie vivement pour votre attention et donc je vous dis au prochain webinaire, si vous le voulez bien. Au revoir et merci.